Laurent, on est online. Bon, bonsoir. Vous avez vu que notre conférencier est arrivé. Je commençais à paniquer et à chercher une présentation que je pouvais vous faire pour le remplacer. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Ça ne nous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui ne se présente pas. Je voulais juste vous dire un mot en intro sur ce personnage que nous avons perdu il y a 2 jours, le 14 mars, le jour de Pi d'ailleurs. Oui, parce que Pi en américain, c'est le 14 mars, c'est-à-dire, vous savez que les Américains, ils font à l'envers. Hein. C'est le 3-14. Et 3-14, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Donc, on a perdu notre astrophysicien le plus célèbre, Stephen Hawking. On en a malheureusement très peu parlé à la télévision. Et ceux qui en ont parlé, ce n'étaient pas forcément les plus qualifiés. Enfin bref, Stephen est parti rejoindre ses chers trous noirs et il n'aura jamais de prix Nobel. Il est toujours passé à côté. C'était un miraculé, car à l'âge quand il avait la vingtaine, on lui a détecté une maladie dégénératrice, la maladie de Charcot, qui petit à petit le rendait complètement atrophié. Et c'est un miraculé parce que, en fait, on lui avait prédit 2 ou 3 ans d'espérance de vie et il a vécu 50 ans. Donc il a vraiment été contredit tous les diafoirus médicaux et il a pu vivre 50 ans et travailler et faire des progrès à la cosmologie. Nous l'avions vu en 2006, la photo du centre à la BNF. C'est assez impressionnant de voir ce petit corps qui ne bouge pas et qui parle par synthétiseur. En fait, son corps était en prison, mais son cerveau était libre. Et mon cher Stephen, repose en paix. Voilà ce que je voulais vous dire sur Stephen. Je crois qu'il y aura j'espère qu'il y aura des émissions sur les chaînes à peu près intelligentes, genre France 5 et Arte, pour résumer sa vie, son œuvre. Enfin, qui est-ce qu'a dit TF1 ? Non, ce ne sera pas sur TF1. Bon, bonsoir à tous, et notamment aux nombreux internautes qui nous suivent sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont à distance, je m'appelle Jean-Pierre Martin et j'ai le plaisir d'organiser ces conférences mensuelles d'astronomie de la Société astronomique de France. Comme évidemment je n'assiste pas à distance aux conférences sur Internet, je n'ai pas de retour. Alors je sais que la dernière fois, avec Jean-Pierre Luminet, ça ne s'était pas très bien placé parce que le son n'était pas bon. Alors Laurent et les techniciens d'ici ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer la transmission du son. Maintenant, le son doit être bon, j'espère, puisqu'on est branché directement sur les enceintes de l'amphi, donc directement sur le micro. Hein. On a eu aussi des plaintes qu'on ne voyait pas bien les slides parce que le champ était un peu trop grand. Alors on va essayer de resserrer pour voir un peu plus. N'oubliez pas que nous sommes tous des bénévoles et on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors voilà les canaux que vous connaissez. Je vous redonne mon adresse pour les commentaires. J'aimerais bien avoir un retour de commentaires de ceux qui suivent la conférence sur Internet, donc conf.saf@planetastronomie.com. Merci d'avance. Alors, calendrier de ce qui est intéressant dans le mois qui vient. Notre amie Norma Sanchez reprend ses cours de cosmologie et ses sessions de cosmologie de l'école Challonge. Ça sera le jeudi 29 mars. Entrée libre, et cette fois-ci, ce n'est pas l'Observatoire de Paris, c'est à la cité universitaire, à la Maison de l'Argentine, 14h à 18h. Il y a un programme assez chargé et assez intéressant, donc vous verrez.
La prochaine conférence de l'IAP, c'est sur la formation des structures du Big Bang aux exoplanètes. C'est le 3 avril, mardi 3 avril. Alors je ne sais pas, ça doit déjà être complet, hein, comme ils ont une petite salle. Bon, et si, mon cher, si tu essayais de te placer au lieu de te mettre dans le champ de la caméra, voilà, merci. Non, c'est ma place là, hein, oui, merci. Bon, donc sinon vous voyez, alors, il y a une conférence qui va être donnée ici d'ailleurs, c'est le lundi 9 avril, les anomalies dans le fond cosmologique par Bernard Lampel. C'est le 9 avril à 19h30. Bon, sinon, vous voyez tout ce qui se passe, donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Pour les gens de la SAF, la commission de cosmologie, la prochaine, c'est le samedi 14 avril. Je crois que c'est un jour de grève, il me semble. Maintenant, c'est difficile parce que, alors, 2 jours sur, on a quand même eu presque une chance sur 3 de tomber à chaque fois sur un jour de grève, hein. Bon. Les conférences de la SAF, la prochaine, Nicolas Frantzos, dont je vous dirai 2 mots après. Au mois de mai, c'est Jean-E Darlot, et ça je sais aussi que c'est un jour de grève. Bah oui, mais moi j'ai déposé les dates il y a 1 an, hein. Mais bon, il y en a beaucoup qui viennent par le train ici. Levez la main. Bon, ouais, faut espérer que le problème sera résolu, hein. Sinon vous ferez du stop. Et la saison va se terminer avec Françoise Combe, qui nous parlera de matière sombre, énergie sombre. Voilà. Alors, on a mis au point la suite de la saison 2018-2019. On démarre en septembre avec la mission JUICE de l'ESA. Vous savez que c'est une mission vers les lunes glacées de Jupiter. Ensuite, Athéna Koussénis, en octobre, nous parlera justement de l'exploration du système solaire lointain. Et en novembre, on fait venir une astrophysicienne de l'University College de Londres. Alors, rassurez-vous, elle est francophone, mais elle est basée à Londres. Et elle va nous parler de cosmologie. Ben oui, on ne fait pas beaucoup de cosmologie. Non, je ne suis pas là. On ne fait pas beaucoup de cosmologie dans ces conférences. Donc, elle va nous parler de la cosmologie après les 5 premières minutes, 5 minutes après le Big Bang. Voilà les photos de la dernière conférence de la SAF. Alors, vous savez que on remercie beaucoup Daniel et ses collègues d'avoir managé l'entrée de tous ces monstres qui voulaient assister à la conférence de Jean-Pierre Luminet. Hein, les gens étaient assis sur les marches. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Il y avait du monde. Alors, comme on n'a pas pu faire rentrer tout le monde, je répète, Jean-Pierre a dit qu'il refaisait une ressucée dans 1 an. Donc, on le prévoit en décembre ou janvier. Voilà, on va voir. Alors, je répète encore une fois, je reçois une vingtaine de mails. « Ah, mais monsieur, on n'a pas reçu de confirmation par mail. » C'est écrit quand vous vous inscrivez qu'il n'y a pas de confirmation par mail. Le retour écran vous sert de confirmation. Mais si ça continue, je vais être obligé de trouver un truc pour envoyer automatiquement une confirmation. Mais je ne suis pas un très bon informaticien, alors bon, merci, d'accord. Alors... donc, si vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir par mail. Et ça, je reçois beaucoup de mails qui me préviennent. Bon, à la dernière minute, souvent. Putain, voilà. Et voilà le genre de messages que vous recevez. J'y arriverai pas, hein. Bon, les cours de la SAF... voilà. Ah oui, elle me manage comme ça, hein, je suis désolé, hein. Oui, encore, elle n'a pas le fouet aujourd'hui. Bon, voilà les programmes des cours de la SAF donnés par Daniel Briot. Alors, il y en a encore en mars, voilà. Et la prochaine fois, donc, on reçoit Nicolas Frantzos, astronome à l'IAP,
qui va nous parler d'un sujet un peu différent, la vie intelligente dans l'univers et le défi des voyages interstellaires. Ça, je pense que c'est un défi parce que je me suis un peu renseigné. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir y arriver. Mais bon, voilà. Alors, où peut-on trouver la vie ailleurs ? Dans le système solaire, il y en a certainement, peut-être, Encelade, Europe, Mars, on peut rêver. Hein. Alors, je signale juste qu'il y a eu un changement de salle indépendant de notre volonté. Télécom a besoin de cette salle le jour de cette conférence pour le conseil d'administration. Donc, on sera en amphi B312, qui est... quand vous tournez, c'est à droite là-bas. Elle est un peu plus petite, donc j'arrêterai les réservations à 180 ou 190. Elle est aussi au rez-de-chaussée. Donc ce soir, on reçoit notre ami Alain Doré-Soundiram, et astronome à l'Observatoire de Paris Meudon, sur le site de Meudon, et on va partir à la recherche de la planète 9. Alors vous avez vu, j'ai trouvé une petite affiche qui traîne sur Internet. Là, bon, j'ai rajouté le portrait d'Alain dessus, où justement ça simule une sorte de publicité pour un film des années 50 sur cette planète. Je signale aussi que Alain a commis un super bouquin qui s'appelle « Aux confins du système solaire » il y a quelques temps. Il y a peut-être une nouvelle édition d'ailleurs, je pense. Une nouvelle édition ? On va y songer, voilà. Et alors, y a-t-il une planète, une super Terre ou mini-Neptune aux confins de notre système solaire? J'espère que vous aurez la réponse ce soir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, une petite manip. Tac. Voilà. On va arrêter cette chose. Traîne. Besoin de... Oh oui, on va voir. D'accord. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler de cette 9e planète. Effectivement, on en entend parler depuis déjà 2 ans. C'est même un sujet récurrent. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier mon complice de toujours, là, Emmanuel Lelouch, avec qui j'ai commis le livre sur les confins du système solaire. Et puis, je remercie aussi Alexandro Morbidelli, que vous connaissez certainement, et Brett Gladman, l'Université de Colombie-Britannique, avec qui j'ai beaucoup discuté sur ce sujet. Donc, je travaille effectivement sur les transneptuniens. J'aurai l'occasion de vous parler de ces objets-là. Et ce que je vais faire, parce que ce n'est pas une réponse facile, en fait, on croyait qu'elle était évidente, mais il y a maintenant quelques petits doutes. Donc je vais vous parler de tout ça, et puis finalement c'est comme ça que la science marche. C'est quelque chose qui évolue en fonction des développements technologiques, observationnels et puis théoriques. Alors tout est parti de ces 2 collègues, Mike Brown, le chasseur de planètes, très connu, le tueur de Pluton comme il s'appelle, et puis Badikin, qui en 2016 annonce Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System. Donc évidence, ça veut dire une preuve, une indication forte, disons. Pas preuve, mais indication forte de cette planète.
Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Alors, pour commencer, je voudrais soumettre à votre sagacité une série de chiffres. 7, 7, 11, 16, 6, 7, 11, 12, 13, 8, 10, 8, 9, 8. Qu'est-ce que cela signifie? Quelque chose de magique, une série mathématique. C'est tout simplement, je pense que vous l'avez deviné, le nombre de planètes au cours de l'histoire. Car effectivement, on n'en est pas au premier coup de se poser la question d'une nouvelle planète dans le système solaire. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et pour vous faire un début d'histoire, parce que je ne vais pas m'avancer sur ça, ça me prendrait toute une heure. Le premier chiffre, 7, ça correspond, alors là on est au sommet ça correspond aux 7 planètes connues depuis l'Antiquité. C'est un petit peu dans l'ombre, mais c'était la définition des anciens Grecs. Et effectivement, les 7 planètes, les 7 jours de la semaine, le lundi la Lune, mardi Mars, etc. Et là on a le Soleil, car effectivement la définition pour les anciens Grecs du mot planète, c'était tout ce qui bougeait dans le ciel, c'était leur définition. Ma foi, ils avaient tort, mais ils avaient quand même réussi dans d'autres domaines comme la géométrie, la comédie, le théâtre. Mais sur ce point-là, ils avaient parfaitement tort, car il a fallu attendre près de 2 millénaires pour que Copernic, en 1543, dise vous avez tort, c'est plutôt le Soleil qui est au centre de notre système solaire, et de facto la Terre a remplacé le Soleil. Eh bien, c'est quelque chose qui est arrivé moult et moult fois, tout simplement parce qu'on a changé dans notre conception du mot planète, on le verra au cours de cette conférence, mais aussi parce qu'on a fait de nouvelles découvertes et l'histoire en est émaillée. Donc comme je vous le disais, je ne vous ferai pas un tour de toute cette histoire, mais ce n'est pas la fin. Mais pour vous donner quelques petits morceaux choisis, par exemple, en 1801, on découvre le premier astéroïde, et à ce moment-là, on se dit, mais on a trouvé une planète entre Mars et Jupiter, c'est la fameuse planète manquante, la police céleste qui les recherche à tous azimuts. Et on en trouve pas une, mais 4 autres petites planètes entre Mars et Jupiter. Et à ce moment-là, dans tous les livres d'histoire, d'éducation populaire, on a bien 11 planètes. Et puis plus tard, on découvre des dizaines, des centaines d'astéroïdes. En fait, c'est le mot maintenant qu'on les consacre. Et naturellement, ils sont écartés de ce cercle des planètes. On a en 1846 la découverte de Neptune. On y revient tout de suite. Et puis, juste petite précision sur 1859, parce que ça vaut le coup d'en parler, on va y revenir avec ce même bonhomme, un astronome de l'Observatoire de Paris, Le Verrier, qui, avec des perturbations, des écarts sur l'orbite de Mercure, envisage, de la même manière qu'il a découvert Neptune par des perturbations sur Uranus, envisage la présence obligatoire d'une planète intramercurienne, Vulcain. Et il a fallu attendre près d'un siècle, avec la relativité générale de Einstein, pour qu'on explique enfin ces petites irrégularités dues à la présence très proche du Soleil. Car effectivement, pour revenir à Urbain Le Verrier, en fait, John Couch-Adam aussi calcule ces positions de cette planète à cause ou grâce au mouvement irrégulier d'Uranus, inexpliqué, grâce à la mécanique céleste, c'est pour ça qu'on parle d'une découverte à la pointe de la plume, Le Verrier calcule l'objet perturbateur, et là vous avez ici les résidus entre observer et calculer. On voit effectivement qu'il y a de gros résidus, donc il faut impliquer une planète pour qu'on annihile ces résidus, et c'est comme cela qu'il prévoit l'existence d'une planète que Gall, l'astronome allemand, va observer à 1 degré de la position prédite. C'est un triomphe pour la mécanique céleste. Mais à la fin du 19e siècle, le problème du mouvement d'Uranus ne semble pas entièrement résolu. Donc on retrouve ici la courbe. Sans Neptune, donc effectivement avec Neptune, les résidus, c'est-à-dire l'écart, je répète, entre ce qu'on observe et ce qu'on calcule, ils s'amenuisent, mais en fait on voit encore des petits trucs. Et c'est ça qui motive la recherche d'une autre planète qui pourrait expliquer
ces petits résidus manquants. Un second Neptune. Effectivement, les gens se mettent à chercher. Vous connaissez certainement l'histoire. Lowell développe un observatoire. Avec ça, il prédit l'existence d'une planète qui serait 10 fois la masse de la Terre. Et beaucoup de recherches. Il meurt avant de pouvoir la trouver. Son successeur recrute Clyde Tombaugh, qui après moult efforts et abnégation, il faut vraiment saluer le travail de cet astronome qui était un fermier du Kansas, recruté spécialement pour cette tâche fastidieuse, qui après moult efforts découvre dans un champ très plein d'étoiles un petit point qui bouge, et c'est la découverte de Pluton en 1930. Et cet objet, en fait, se trouve à 41,3 unités astronomiques du Soleil. L'unité astronomique du Soleil étant la distance moyenne Terre-Soleil, donc vraiment aux confins du système solaire, juste après l'orbite de Neptune. Et cette nouvelle planète, Pluton, donc, se révèle être un objet atypique à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Ça ne semblait pas être complètement une planète vraie, entre guillemets, au proprement dite. 3 aspects atypiques. Le premier, c'est que ici vous avez les orbites des planètes externes du système solaire, depuis Saturne jusqu'à Neptune. Eh bien, l'orbite est elliptique, contrairement à la moyenne des orbites planétaires. Et puis, d'autre part, vous voyez, elliptique, ça veut dire qu'elle est très allongée, le contraire d'un cercle. Elle peut même rentrer dans l'orbite de Neptune. Deuxièmement, elle est inclinée, ce qui est aussi anodin par rapport aux planètes du système solaire qui sont toutes à peu près dans un même plan, le plan de l'écliptique. Et troisièmement, eh bien, elle a un mécanisme, la résonance 3,2. C'est un rapport entier de chiffres. Ça veut dire que pendant que Pluton fait 2 tours autour du Soleil, Neptune en fait 3. C'est ce qu'on appelle une résonance. Eh bien, grâce à cette résonance, un mécanisme protecteur, eh bien, il n'y a jamais de rencontre proche entre Pluton et Neptune. Quand Neptune est à un endroit du système solaire, eh bien, Pluton se trouve à l'opposé. De sorte que il n'y a jamais rencontre et donc il n'y a jamais de problème pour que Pluton soit éjecté. Et on parlait de 10 masses pour Pluton, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'est ce que prévoyait Lowell, mais la masse qu'on trouve quand on la découvre, elle est là. Elle descend de plus en plus, on l'affine de plus en plus. Quand on estime le diamètre, ça nous donne une autre masse. Et puis, avec la mesure de l'albédo, vous savez que la lumière réfléchie par un objet dépend à la fois de la taille et de l'albédo. Donc, comme on ne connaissait pas l'albédo, ça a donné une incertitude. Avec la connaissance de l'albédo, on contraint encore cette masse. Et la découverte en 1978 d'un des satellites de Pluton, puisqu'on en connaît maintenant plusieurs, le plus gros d'ailleurs, eh bien, permet de déterminer de façon beaucoup plus précise, grâce aux lois de Kepler, la masse de Pluton, qui est du coup une masse très faible par rapport à la Terre, quelques centièmes de masse terrestre, quelques 10 centièmes de masse terrestre exactement. On est passé de 10 masses terrestres à quelques centièmes de masse terrestre. Et finalement, on n'avait pas besoin d'une planète X, puisque le problème avec ces petites imprécisions, donc ces semblants de résidus qu'on avait remarqués après la correction de la présence de Neptune, eh bien, elles sont corrigées finalement parce qu'on manquait de mesures plus précises des masses des planètes. Et avec la Voyager, eh bien, vous voyez, plus aucun résidu. On a un accord parfait entre la position et la précision prédite et les observations. Alors, Pluton, on le sait maintenant, fait partie d'un vaste réservoir de nouveaux objets découverts il y a seulement... depuis 1992, donc une 25 années, car depuis ce jour-là, du 30 août de 1992, eh bien, Pluton n'est plus seul. Pluton est dans un immense réservoir, une ceinture, la ceinture de Kuiper, ou alors les objets transneptuniens. Et on découvre cet objet, ce sont 2 collègues américains, Dave Jewitt et Jen Liu, qui, dans ces années-là, comme plein d'autres collègues, s'échinent à chercher ces objets-là, parce qu'on supposait leur existence depuis les années 50, eh bien, on le découvre. Et un petit jeu pour vous,
quelques secondes, comment fait-on pour trouver une nouvelle planète dans le système solaire, puisqu'il est question ici de planète ou tout corps orbitant le système solaire. Eh bien ici, vous avez les 4 images de la découverte. Le principe est tout simple, il suffit de jouer au jeu des 7 différences, car à l'opposé, à l'inverse des étoiles, qui sont dans le champ certainement, eh bien les planètes, les astéroïdes, tout ça, ça bouge, ça tourne autour du Soleil, donc leur mouvement trahit leur présence. Et donc, sur ces 4 images, je vous donne quelques secondes, saurez-vous découvrir où se trouve l'objet transneptunien? Au centre. Allez, je donne la réponse. Vous l'aviez? Voilà, exactement, c'est lui. Peut-être avez-vous autre chose? Bougé? Voilà, ça c'est un astéroïde. Effectivement, cet objet-là, c'est un astéroïde, et vous voyez qu'il a même disparu dans le 4e cliché, où il y a quelques dizaines de minutes entre chaque cliché. Et sur une même pause, il y a eu le temps de laisser une traînée. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça va beaucoup plus vite. Plus on est proche du Soleil, plus on va vite. Voilà. Ça va, vous m'entendez bien là? Parce que des fois, hein, tout le monde m'entend bien? Je vais essayer de ne pas trop bouger mon micro. Et donc, cet objet transneptunien, qui se trouve à 41 fois la distance Terre-Soleil, une magnitude de 23,5, était 10 000 fois et toujours 10 000 fois moins lumineux que Pluton. Donc vous imaginez la difficulté de trouver cet objet. Bien sûr, les techniques ont beaucoup évolué. Et c'est dans ce domaine-là que je travaille depuis fin des années 90. Ça requiert les très grands télescopes et surtout une technologie qui n'existait pas à l'époque de Clay et Tombaugh, c'est la technologie des capteurs CCD qui permet d'augmenter par un facteur 20-30 la sensibilité des plaques photographiques. Et donc cet objet est le début d'une longue lignée, puisqu'on a trouvé maintenant plus de 2000 objets. Ces 2000 objets, les voici. Vous pouvez récupérer cette image sur le Minor Planet Center, qui est l'institut qui recense tous les petits objets du système solaire. Vous pouvez avoir cette image chaque jour. Donc celle-ci, elle date un peu, mais vous pouvez avoir cette image chaque jour, qui est une simulation. Donc un instantané des positions des objets au jour d'aujourd'hui dans le système solaire, en commençant par le Soleil ici, et les orbites des planètes géantes, depuis Jupiter jusqu'à Neptune. On voit même ici Pluton. Donc les gros cercles, ce sont les planètes. Là, on devine ici un cercle bleu, là c'est Neptune. Et tous les autres points, ce sont des habitants, des membres du système solaire. Alors je vous donne le code couleur. Les triangles, les carrés bleus que vous voyez là, bleus, les carrés bleus, ce sont des comètes, pleins ou pas pleins. Des triangles, ce sont des centaures, des objets intermédiaires entre les comètes et les transneptuniens.